Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à la stoichiométrie et vérifier tous les prérequis que vous devez avoir pour pouvoir commencer et aborder l'examen convenablement. Alors, tout d'abord, la stoichiométrie, c'est quoi? La stoichiométrie, c'est un petit peu la cuisine de la chimie, c'est savoir ce qu'on va produire quand on a une certaine quantité de produit. Donc, si on dit qu'on a X grammes de réactif, eh bien, on va calculer combien on va pouvoir former de produits. Et c'est aussi savoir si on veut X grammes de produits, eh bien, combien on va devoir prendre de réactifs pour pouvoir le fabriquer. Donc c'est un petit peu ça, c'est savoir combien on va fabriquer de quelque chose ou combien on a besoin de réactifs pour pouvoir fabriquer quelque chose. Alors, il y a toujours 5 étapes à un problème stoichiométrique si on décompose les choses. Premier, c'est d'écrire et de pondérer ou équilibrer la réaction. Donc ça, c'est primordial, vous ne pouvez pas faire de stoichio si vous n'avez pas une équation qui est pondérée. Deuxième, c'est noter les données dans votre tableau, dans les bonnes colonnes, et éventuellement les inconnus, histoire de savoir ce que vous cherchez. Troisième, ce sera convertir les données en nombre de moles. Donc si on vous donne 4 tonnes de quelque chose, eh bien combien ça va faire en tonnes, en moles, pardon. Quatrième étape, c'est ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle changer le nombre de moles de colonnes. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Et en gros, c'est-à-dire que c'est trouver le nombre de moles des autres produits de la réaction. À mon avis, vous l'avez fait surtout avec le nombre de moles relatif. Et alors la dernière étape, qui est sans doute la plus importante, mais qui ne peut pas avoir lieu si vous n'avez pas fait toutes les autres, c'est répondre aux questions qui sont posées. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, si on vous a demandé la masse en tonnes de ce qu'on a produit, par exemple, eh bien, une fois qu'on a le nombre de moles, on va transformer en grammes et puis transformer en tonnes. Donc, c'est vérifier que vous posez bien, les questions sont bien posées et que vous savez exactement, du coup, ce à quoi vous répondez. Alors, maintenant, dans la suite, on va rétablir toutes les formules et synthétiser toutes les formules que vous devez connaître. Alors, la première, c'est le nombre de moles pour un solide donc, qui est donné, dont on va donner une masse. Alors, c'est pas forcément un solide, ça pourrait être un gaz aussi, mais donc on a ce nombre de moles qui est égal à la masse exprimée, attention, en grammes, divisé par la masse molaire du tableau périodique. Alors, on a la concentration molaire pour les solutions. Donc les concentrations, c'est vraiment pour les solutions. Donc quand on a un soluté qui est dans un solvant, on a la concentration molaire qu'on note C en I, qui est égale au nombre de moles, donc exprimé en moles de soluté, sur le volume exprimé en litres de la solution. Et on a la concentration massique, qui est exprimée en grammes par litre, donc qui se note CI avec une petite barre comme ça, et c'est la masse en grammes de soluté sur le volume toujours en litres de solution. Alors ensuite, on a la molalité. La molalité, elle se note MI avec la petite barre, et ça, c'est le nombre de moles de soluté qui est dissous dans la solution sur, cette fois-ci, les kilogrammes de solvant et seulement de solvant, donc pas de solution. Ensuite, on arrive aux fractions. Alors, les fractions massiques, molaires, c'est à chaque fois un rapport de quelque chose. Alors, une fraction molaire, c'est un rapport de nombre de moles. On note ça X en quelque chose, et c'est le nombre de moles de ce quelque chose sur le nombre de moles de la solution. N de la solution étant égal au nombre de moles de I plus le nombre de moles de solvant dans la solution. La fraction massique, eh bien, c'est la même chose, mais exprimée en masse.
et ça se note YI, et c'est la masse I. La masse de I, c'est la masse du soluté, divisé par la masse de la solution, avec la masse de la solution qui est égale à MI plus la masse du solvant. Alors, si on veut un pourcentage pour la fraction, donc si on veut un pourcentage, on va faire fois 100 pour la fraction molaire et la fraction massique. Donc elles sont parfois exprimées en pourcentage, parfois exprimées en un nombre entre 0 et 1, 1 étant à 100% et 0 étant à 0%. Alors, on a encore quelques données que vous devez maîtriser. La masse volumique. Alors la masse volumique, elle se note ρ, et c'est la masse de la solution sur le volume de la solution qu'elle occupe. Alors attention, ρ est différent de la concentration massique. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Pourtant, si vous regardez, c'est les mêmes unités. Donc on a ici des grammes par litre, et ici, même chose, des grammes par litre. Alors la masse volumique, elle peut parfois être exprimée en autre chose que des grammes par litre, mais si vous avez une donnée dans un énoncé exprimée en grammes par litre, ça ne veut pas forcément dire que c'est la masse volumique, ni que c'est la concentration massique. Alors vous devez comprendre ce que c'est. La masse volumique, c'est la masse d'une solution, tandis que la concentration massique, c'est la quantité de soluté qu'il y a dans quelque chose. Exemple, si je mets 5 grammes de NaCl dans 1000 ml d'eau. Alors on va considérer que les 5 grammes vont se dissoudre sans augmentation de volume. Pas de changement de volume. Donc ça veut dire que le volume est égal à 1 litre. Et bien si je calcule la masse volumique, ça va être égal à 1005 grammes divisé par 1 litre, alors que la concentration massique va être égale à 5 grammes divisé par 1 litre. Donc on voit bien que les deux ont beau être en grammes par litre, ils ne représentent pas du tout la même chose. L'un représente le poids de la solution et le second représente du coup la quantité de sel qu'il y a dans la solution. Alors, si on fait une dilution, la formule c'est la concentration initiale fois le volume initial qui doit être égal à la concentration finale fois le volume final. Et alors si on utilise des gaz, on va avoir la formule PV égale nRT avec une température en Kelvin et donc température en Kelvin, pression en atmosphère et un R qui va être égal à 0,082 et c'est des litres fois des atmosphères par mole par Kelvin. Alors il y a encore une dernière chose, un ppm et un ppb, donc partie par million, partie par billion. Un ppm, c'est 1 mg de soluté par kilogramme de solution. Et un microgramme, et un ppb, c'est 1 microgramme de soluté par kilogramme de solution. Ça résume plus ou moins toutes les formules que vous devez maîtriser pour pouvoir faire les exercices. Alors, on va passer justement à quelques exercices du coup. Alors, exemple. Donc, quel est le rendement en FeCl3 si 10 g de FeCl2 réagissent avec 10 g de K2CR2O7, sachant qu'on a 5 g de FeCl3 qui sont produits réellement. Alors, c'est une question donc qu'il y avait donc dans votre examen. Après la question des redox, donc on fera la pondération des redox dans une autre séance. Et donc, si on a cette équation,
quel est le rendement en FeCl3 si on a 5 grammes qui ont été produits alors qu'on a fait réagir 10 grammes de FeCl2 et 10 grammes de K2CR2O7. Alors, la première étape, donc c'est de la stochio. On a donc la première étape écrit, répondéré. La deuxième étape, on note les données et éventuellement les inconnus, c'est-à-dire les questions. On cherche le rendement en FeCl3. La troisième étape, c'est on convertit en nombre de moles. Alors, pour faire ça, vous allez avoir besoin de votre calculatrice, principalement, et de votre tableau périodique afin de calculer les masses molaires. Donc, la masse molaire du chrome, elle est de 52. Donc, je ne sais plus très bien si vous gardez des masses molaires avec des chiffres après la virgule ou pas. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste ça, on se remettra d'accord avant le début de l'examen. Alors, ici, donc je fais 56 plus 2 fois 35. Pour le K2CR2O7, j'ai 39 pour le K fois 2, plus 52 fois 2 pour le chrome, plus 7 fois 16, ça nous fait une masse molaire de 294. Pour avoir un nombre de moles à partir d'un nombre de grammes, on va diviser par la masse molaire. On va donc faire 10 divisé par 294, ça donne 0,034 moles. Et 10 divisé par 126, ça donne 0,079 moles. Ensuite, on va voir ici, pour trouver l'excès ou le limitant, on va diviser ça par son coefficient stoichiométrique. On en obtient 0,013. On va comparer ce 0,13 avec ce 0,34 pour tomber sur le plus petit, qui est le facteur limitant. Le FeCl2 est donc limitant. C'est donc lui que je vais envoyer dans la colonne du FeCl3 pour savoir combien de FeCl3 j'ai produit. 0,013, c'est le nombre de moles relatifs que je produis, fois le coefficient stoichiométrique, ça donne donc 0,079 moles qui sont produites. Et alors ici, on a un terme qui apparaît, que vous avez dû voir, qui est produit théoriquement. Ça veut dire quoi théoriquement? Eh bien ça veut dire que sur le papier, quand il n'y a aucun problème, je produis 0,079 moles. Ok, on va transformer ce 0,079 en nombre de masse, c'est-à-dire en faisant fois la masse molaire qui est donc de 35 fois 3 plus 56, 161. Et ça nous donne 12,719 parce que pour avoir une masse, je fais fois la masse molaire. Ici, j'ai divisé par la masse molaire. Alors ensuite, on demande le rendement. Eh bien, le rendement, c'est quoi? Le rendement, c'est la masse théorique. Non, la masse réelle, pardon. La masse réelle divisée par la masse théorique fois 100 si on veut un pourcentage. Alors si vous avez oublié ce que c'est, que vous n'êtes pas sûr et que vous ne savez pas trop, vous vous dites qu'un rendement, c'est un peu un pourcentage, et c'est comme le pourcentage de points que vous avez à une interro. Les pourcentages que vous avez à une interro, c'est les points que vous avez faits réellement sur les points théoriques que vous auriez pu faire, le maximum que vous auriez pu obtenir si vous aviez eu 100%. Donc ici, j'en ai obtenu 5. J'aurais pu en obtenir, si tout allait bien, 12,719. Et donc si je fais 5 divisé par 12,719 fois 100, j'obtiens 39% de rendement. Alors, question subsidiaire maintenant. Si le HCl utilisé est concentré à du 3,5 mol par litre, quel volume en a-t-on utilisé? Alors, pas de nouveau, c'est un problème stoichiométrique, donc on a l'équation, on a pondéré, on a noté les données. Mais pour pouvoir répondre ici, volume, d'ailleurs il manque un H, hein. Quand j'ai recopié, j'ai oublié de copier le H, c'est du HCl ça. Quand le volume, ici,
c'est ce que je cherche. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo en pause, essayer de le faire et puis de corriger avec la vidéo pour vérifier si ça va. Donc le nombre de moules d'HCl que j'ai besoin, c'est le nombre de moules du limitant, le nombre de moules relatif, que je vais venir amener dans cette colonne-ci. Donc c'est-à-dire que j'en ai besoin de 0,013 fois 14. J'en ai donc besoin de 0,182 moles de HCl. La formule donc de la concentration molaire, c'est C est égal à N divisé par V. Ce qu'on cherche, c'est un volume. Donc je vais isoler le volume dans la formule. Le volume est égal à N divisé par C, c'est-à-dire 0,182 moles que j'ai amené dans cette colonne-là, divisé par la concentration molaire que j'ai donnée dans l'énoncé, 3,5, et 0,182 divisé par 3,5, ça va me donner 0,052, c'est un volume qui est donné en litres, ce qui équivaut à 52 millilitres. Dans cette réaction-là, qui est une redox, j'ai dû utiliser 52 millilitres de HCl. Alors, un autre exercice maintenant. Donc, si on a une solution, dont la molalité vaut 0,086 moles par kilogramme. Donc je vous rappelle que la molalité, c'est le nombre de moles de soluté divisé par la masse de solvant exprimée en kilogrammes. Et je vous demande de me l'exprimer du coup en partie par million. Donc on sait que des ppm, c'est en gros des milligrammes par kilogramme de solvant. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais convertir. Je vais mettre que j'ai 0,086 moles dans 1 kg de solvant. Ça, c'est l'expression de ma molalité. Mais moi, je sais que je veux arriver à exprimer cela en milligrammes par kilogramme de solvant. Donc, je vais d'abord convertir mes moles en grammes, ce sera plus facile. On parle de... On parle ici, je ne vous ai pas précisé de qui. Alors du coup, qui est-ce qu'on va prendre? On va prendre du... on va dire que c'est du H2SO4. On a une solution donc de H2SO4, c'est bien le H2SO4. Pour pouvoir convertir en grammes, on va faire fois la masse molaire. La masse molaire, c'est quoi? C'est ce que vous trouvez dans le tableau périodique. Pour H2SO4, c'est 98. Donc 0,086 fois 98, on obtient 8,428 grammes dans 1 kg de solvant. Ok. Mais maintenant, il faut exprimer ça en milligrammes. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, on va faire la BAC. Grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes. On a 8,428 milligrammes. On doit l'exprimer, enfin 8,428 grammes. On doit l'exprimer en milligrammes. Ça va donc nous donner 8428 milligrammes par kilogramme, c'est-à-dire 8428 ppm. Et là, vous avez votre réponse en partie par million. Alors, exercice suivant. Donc, on a 400 litres d'azote à une pression de 400 mm de mercure. Celui-ci est mis en contact avec 300 litres d'hydrogène à une pression qui est égale à 300 ml de mercure. Alors, première question. Quelle est la réaction qui a lieu? Alors, c'est de nouveau la même histoire. Je vous pose une question, donc vous mettez la vidéo en pause et puis vous répondez, vous allumez pour voir si c'est juste. Donc, on a 400 litres d'azote et 300 litres d'hydrogène. On a donc de l'H2 qui réagit avec du N2 pour donner du NH3, A plus B, NH3. On pondère, il faut un 2,
et il faut un 3. Ça, c'est la réaction. Ensuite, on va demander donc quelle est la quantité, question 2. Alors, quelle est la quantité en moles de NH3 qu'on produit au cours de la réaction? Alors, la température est égale à 25 degrés Celsius. Donc de nouveau, maintenant vous répondez à la question et puis vous rallumez pour vérifier si c'est juste. Alors, on parle de gaz, d'accord? Alors pour les gaz, la formule à utiliser, c'est PV est égal à nRT. Le nombre de moles de N2 qu'on a dans le système est égal à sa pression fois son volume divisé par R fois T avec R qui est égal à 0,082, on vient de le revoir. Attention, la pression doit être mise en atmosphère et pour mettre une pression en atmosphère, on fait des millimètres de mercure divisé par 760 vu qu'une atmosphère est égale à 760 mm de mercure. Donc la pression de l'azote va être égale à 400 divisé par 760 fois les 400 litres divisé par 0,082 fois 298,15 car, attention, température en Celsius, en degrés Celsius, pour la mettre en Kelvin, on fait plus 273,15. Et donc 273,15 plus les 25, ça nous apporte bien à 298,15. Ça nous donne 8,61 moles. Le nombre de moles d'H2 dans le système, on fait la même chose, sauf qu'on n'a pas les mêmes chiffres. On a 300 divisé par 760 fois 300 litres, le tout divisé par 0,082 fois la même température, vu que le système est à la même température. Et ça nous amène à 4,84 moles. On a donc du coup converti nos données en nombre de moles. Maintenant, il faut mettre tout ça dans un tableau. 3H2 plus N2 qui donne 2NH3. J'ai combien de moles de N2? J'en ai 8,61. J'en ai 4,84 et c'est ce qu'on demande ici. Je vais diviser par le coefficient stoichiométrique pour avoir mon nombre de moles relatif. 8,61 divisé par 3, ça en fait 2,87. J'arrive donc à une réaction où j'ai... Non, j'ai inversé mes trucs, non? Oui, attention. Donc voilà. Donc vérifiez toujours que vos données sont aux bons endroits parce que donc le N2 c'est 8,61 et le H2 c'est 4,84. 4,84 divisé par 3, ça en fait 1,61. Donc de toute façon, c'est le H2 qui est limitant. Et si H2 est limitant, eh bien on va envoyer H2 dans la colonne du NH3. Ça donne 3,22 moles de NH3 qui sont produites. Alors, question 3. Quelle est la pression exercée par NH3 dans le système? Alors on est toujours sous forme de vapeur, donc c'est toujours la pression PV est égale à nRT. La pression est égale à nRT divisé par le volume qu'il occupe. Alors, la pression, c'est donc le nombre de moles de NH3, 3,22 fois 0,082 fois 298,15, c'est toujours la même température, sur, attention, le volume qui est occupé. Du coup, on a connecté les deux, donc si on retourne à l'énoncé, on a connecté 400 litres avec 300 litres, donc on a un volume total de 700 litres. Vu que les gaz occupent les litres que vous leur offrez. Donc si on fait ce calcul-là, vous prenez votre calculette, 0,82
fois 298.15 divisé par, ça nous fait 0,112 atmosphères. Et vous regardez en quoi on vous avait posé la question pour pouvoir mettre dans les bonnes unités. Et enfin, dernière question. Question 4. Quelle est la fraction molaire de N2 et de NH3 dans le mélange? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on demande que la fraction molaire en N2 et en NH3? Bien parce que le H2, il est limitant, donc il a été consommé, donc il n'y a plus de H2 dans le système. Donc ça, normalement, vous devez avoir compris. Donc la fraction molaire, si vous vous rappelez, X de NH3, c'est la quantité de NH3 qu'on a dans le système sur la quantité totale, exprimée en mol. NH3, j'en ai combien? J'en ai 3,22 divisé par 3,22 plus, combien il m'en reste? Je ne l'ai pas encore calculé, donc attention, ça c'était le N2 que j'avais au point de départ. Mais combien est-ce que j'ai de N2 à la fin? Ben, j'en avais 8,61, mais j'en ai utilisé 1,61. Donc résultat, il reste 7 moules de N2 après la réaction. Et c'est ces 7 moules-là qu'on va mettre ici. Alors si on veut une fraction en pourcentage, on multipliera par 100, tant qu'à faire, et ça donne 31,5%. La fraction en N2, combien est-ce que j'ai de N2 dans le système? Ben, j'en ai 7, vu que j'en ai utilisé 1,61. Donc 7 divisé par 3,22 plus 7, le tout fois 100, ça donne 68,5%. Alors, maintenant, on va faire un dernier exercice. Alors, on a du H2SO4 à une concentration de 153 grammes par litre. On veut faire du H2SO4 alors à une concentration de 0,7 mol par litre et on veut obtenir un volume de 350 millilitres. Comment s'y prend-on? Alors, déjà on va mettre tout dans les mêmes unités. Donc de nouveau, on parle de quoi ici? On parle d'une dilution. Une dilution, c'est C1V1 qui est égal à C2V2. Vous faites l'exercice et puis vous remettez en play sur la vidéo pour vérifier que c'est juste. Donc, on a une bouteille de H2SO4. Cette bouteille de H2SO4, elle a une étiquette à 153 grammes par litre. Alors déjà, on va exprimer ça en mol par litre pour avoir 1,56 en mol par litre. On veut du coup faire une solution, donc ça c'est la concentration 1. 1,561 mol par litre. Volume 2 est égal à 350 ml, c'est ce qu'on en veut, et concentration finale, on en veut 0,7 mol par litre. Donc ce qu'on va isoler dans la formule, c'est V1. V1 va donc être égal à 0,7 fois 0,35, le tout divisé par 1,561. Ça, c'est assez facile à faire. Divisé par 1,561, ça donne... Attendez, on va recommencer le calcul. 0,7 fois 0,35 divisé par 1,561. Ça donne 0,157 litres, soit un volume qui est égal à 157 millilitres. Mais ça ne répond pas encore à la question.
Donc comment on fait quand on fait une dilution? C'est un peu comme quand on fait un verre de grenadine. Donc on a un pot, ici, où on a le trait de jauge à 300 ml parce qu'on a pris un récipient, donc le bon récipient, soit un Erlen, un bécher, une burette, ce que vous voulez, avec 350 ml. Et donc, là-dedans, de la première bouteille, on va venir mettre 157 ml de la première solution. Et puis, eh bien, on va venir remplir ici avec de l'eau jusqu'au trait de jauge de 350 ml, ce qui voudra dire qu'on aura rajouté 350 moins 157, exactement, donc 350 moins 157, 193 ml d'H2O. Ne jamais oublier que, attention, une dilution, c'est toujours une solution plus de l'H2O. Sinon, vous n'avez pas vraiment de dilution. Si je prends mon verre de grenadine et que je prends la grenadine, je la mets au fond de mon verre et que je ne rajoute pas d'eau, ce que je vais boire, c'est le sirop de grenadine qui est tout dégueu, pas bon et trop sucré. Alors, maintenant, on essaie de faire un exercice qui va un peu, un peu récapituler tout. Alors, on fait réagir 25 g d'aluminium avec 350 ml de H3PO4 concentré à 2,3 mol par litre. Question A. Quelle masse d'aluminium réagit? Question B. Quelle masse de sel est produite? Et question C. Quel est le rendement de la réaction si on a produit 35 g de AlPO4. Donc voilà, ça va résumer du coup tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc si vous savez faire ça, vous êtes quand même bien parti. Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause, de faire l'exercice et puis de revenir voir si vos réponses sont bonnes. Donc on fait réagir, donc c'est de la stoichiométrie, donc on écrit la réaction. On a Al plus H3PO4. Donc si on reprend tout depuis le début et qu'on raisonne, l'aluminium est positif, c'est un métal, donc il doit se mettre avec un groupement qui est négatif, il va donc se mettre avec PO4. On croise les valences, c'est un 1 pour 1, il reste du H qui est tout seul, mais attention, le H qui est tout seul est toujours diatomique, donc on lui met un petit 2. Ensuite, on va pondérer cette réaction, parce qu'on ne peut jamais rien faire sans pondérer. Ça, c'est la première étape du problème stoichio. Si je pondère, on a quoi? Eh bien, on a un 3 et un 2. On a donc besoin d'un 2 et d'un 2. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est on note les données. J'ai 25 g d'aluminium, 350 ml de H3PO4. Il est concentré à du 2,3 mol par litre. Alors, les inconnus, on cherche la masse d'aluminium qui réagit. Alors, a priori, on aura envie de dire 25 g. OK. La masse de sel qui va être produit et le rendement si on a 35 g de AlPO3 qui sont produits. Donc, ça c'était la deuxième étape. La troisième étape est donc de convertir toutes nos données en nombre de moles. 25 divisé par 27, ça donne 0,926 moles. J'ai divisé par 27 qui est la masse molaire de l'aluminium. Ensuite, C est égal à N sur V, donc N est égal à C fois V, 2,3 fois, attention, on n'oublie pas de le mettre en litres,
Donc ça fait n est égal à 0,35 fois 2,3. N est égal à 0,805 moles. On en est là, il faut trouver le nombre de moles relatif et qui est en excès, qui est limitant. Donc, on divise ça par 2, on divise ça par 2, ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est un 2 et un 2, mais on va le faire comme ça, on est dans les règles de l'art. Ça nous fait 0,403 moles et 0,926 divisé par 2, 0,463 moles. Donc, c'est celui-ci qui est limitant. Ça veut donc dire que la masse de l'aluminium ne va pas être égale à 25 grammes pour la masse utilisée. Pourquoi? Parce que s'il est limitant, celui-ci, il n'y en a pas assez pour faire réagir tout l'aluminium. Donc, à la question, quelle est la masse d'aluminium qui réagit? En réalité, la masse d'aluminium qui réagit, c'est 0,805 moles. Ça, c'est ce qui réagit. Donc, si je fais ça fois 27, j'ai 21,735 grammes. Ça, c'est la réponse à la question A. La question 2, c'était combien de AlPO4 va être produite? Ben là, c'est la même chose, c'est 0,403 fois 2, fois le coefficient stoichiométrique. Et on va multiplier par la masse molaire pour avoir une masse. Alors, l'oxygène 16 fois 4, plus 31, plus 27 pour l'aluminium, ça donne 122. Ça donne 49,166 grammes qui est produit. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une masse qui est théorique si dans le monde des bisounours, tout va bien et qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de réaction parasite. Tout ce qu'on a ici va se transformer en AlPO4. Évidemment, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que on vous dit, donc ça c'était la réponse du B, et donc le C, ici, on vous dit que on vous demande de calculer le rendement si on a 35 grammes de AlPO4. Ça veut dire que votre interro était sur 49,166 grammes, point, mais vous n'avez eu que 35 points. Quel est votre pourcentage? Eh bien, c'est 35, ce que vous avez réellement obtenu, divisé par le max que vous auriez pu faire, fois 100. Et ça donne 35 divisé par 49,166 fois 100, 71,18%. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair et que pour la partie stoichio en tout cas, ça vous résume bien ce que vous avez besoin de savoir.